Einstein, cerveau de l'humanité, précurseur des énergies alternatives non renouvelables, disait ceci. Ceci qui veut dire corriger, enseigner, convaincre et instruire. Que l'homme a l'intelligence d'un sot qui vient de sottise, et qu'il était comme le petit d'un âne sauvage. Vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention fiscale électorale judiciaire matinale animée par le prince Adouma David Mbakuma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain. La pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs, mais qui deviendra la principale de l'angle, un rocher de scandale, une pierre d'achoppement. Ecclésiaste dans ses réflexions le disait, qu'il avait vu comme une espèce d'injustice de la part de celui qui gouvernait, à savoir que la folie occupait les lieux très élevés, pendant que les esclaves étaient sur les chevaux, les rois marchaient par terre. Et par conséquent, tous les fondements de la terre étaient renversés. Et il posait la sempiternelle question de savoir que feront les justes si tous les fondements de la terre étaient renversés. Et il disait que les justes iront se réfugier à la montagne de l'Éternel, parce que la montagne de l'Éternel ne chancellera jamais. Pour la simple raison que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit pour renverser les forteresses. Renverser les forteresses. Renverser les forteresses. Vous savez, très chers amis, si vous n'êtes pas capable de porter vos batailles, il n'y a personne qui portera vos batailles. Nous sommes dans un écosystème machiavélique. Un écosystème machiavélique où vous avez les prédateurs, vous avez les oiseaux de proie et vous avez également des victimes. Mais dans un écosystème animalier, moi le prince Adouma, je suis le lion de la tribu de Juda, l'étoile du berger. Je suis le lion de la tribu de Juda, l'étoile du berger. Dans un système aquatique, un écosystème aquatique, je suis un piranha, ou bien un requin, une baleine. Je ne peux pas être une silure, ou bien une silure cossage, ou bien une cape, ou un mulet. Dans un écosystème céleste, je suis un corps céleste en mutation, un gitan, un mutant, un astroïde, un minotaure. Dans chaque écosystème, vous avez ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. Mais si vous acceptez d'être la victime de ce système précambien, ce système grabataire, ce système des incapables, des inaptes, avec une oligarchie incapable de gouverner, incapable de diriger, eh bien, cela n'engage que vous-même. Moi, j'ai décidé de porter mes batailles. J'ai décidé de porter mes batailles. Et la Bible est claire. Dans Isaïe 23, 23, elle dit, sur ses épaules reposent les clés de la maison de David. Lorsqu'il ferme, lui ne peut ouvrir. Lorsqu'il ouvre, lui ne peut fermer. Ces gens-là nous ont vanté monts et merveilles. Ils nous ont dit qu'ils étaient les meilleurs économistes. Les économistes de la rationalisation. Ce qu'on appelle dans l'école des monétaristes les économicus. Les économicus, ce sont des consommateurs rationnels. Ce sont ceux-là qui ont compris le principe de la rentabilité, le principe de la rationalité. Et ce principe repose sur la maximisation des satisfactions avec un minimum de coûts. Malheureusement, nous avons affaire à un système d'économistes précambiens, des économistes sortis des faubourgs de Paris, des faubourgs des États-Unis, du Canada et autres. Ils ont appris la pratique économique, mais malheureusement pour eux, ils n'en sont pas à la hauteur. Ils ne sont pas à la hauteur parce qu'ils ne connaissent pas l'environnement dans lequel ils arrivent à évoluer. L'économie ne peut pas se développer dans un pays où les gens exercent le totalitarisme au pouvoir, ou dans un pays où les gens exercent l'absolutisme au pouvoir, là où il n'y a aucune saine compétition électorale, aucune saine compétition cervicale pour que le meilleur puisse émerger. C'est le système de roi télé, le système de parachutage éhonté. Et dès lors que vous n'êtes pas capable, comme David Mbakuma, d'être parrainé, de vous déculoter, eh bien, vous êtes marginalisé, vous êtes exclu du circuit de la croissance économique. Quand bien même vous avez les compétences, vous avez les aptitudes, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir aider le chef de l'État
dans la quête de son essor vers la félicité. L'essor vers la félicité qui est scandé chaque lundi et vendredi est une véritable supercherie parce que cet essor-là est devenu un simple slogan baroque de campagne qui ne sert que les intérêts des nantis, les intérêts des oligarches, les intérêts des gérontocrates, des plutocrates pseudo-émergents. Et nombreux n'ont pas les papiers. La problématique des papiers. Bissangoubi, Bissangoubi. Bissangoubi, il n'y en a pas. Ils n'ont pas les papiers. Il n'y a pas les papiers, Bissangoubi. Ils n'ont pas les papiers. Parce que s'ils avaient les papiers, s'ils avaient un minimum en économie comme moi, sorti l'école de Patrice Sota à l'université Mabongoniba, non, ces gens-là ne se comporteraient pas ainsi. Parce que l'économie repose sur la rationalité. La rationalité. La rationalité des compétences, la rationalité des ressources, la rationalité des finances et autres. Les dépenses doivent être minutieusement étudiées. Mais regardez, un petit pays d'à peine 2 millions d'habitants, avec 3 chefs d'État, un président de la République élu au suffrage universel direct, avec toute la légitimité et toute la légalité, avec 2 vice-présidents nommés, dépourvu de toute légitimation de pouvoir. Et vous voyez un de ces vice-présidents s'enorgueillir, venir vanter ses frasques avec des diplômes obtenus dans des conditions les plus macabres, sans aucune saine compétitivité. Parce que les diplômes par Internet, les diplômes et par les nouvelles techniques de communication, c'est-à-dire obtenir des diplômes à distance, ce sont des diplômes qui n'ont aucune véracité. Parce que le véritable diplôme, vous devez l'obtenir dans un environnement de saine compétition intellectuelle. Mais si c'est des diplômes en distance, où on vous donne le cours en distance, eh bien, ces diplômes-là, moi j'en doute. Et je suis là pour démystifier tous ces pseudo-diplômés. J'ai dit que si ces gens-là avaient été à l'économie de la régulation, si ces gens-là avaient fait l'économie de Ricardo, l'économie de la spécialisation, si ces gens-là avaient fait l'économie de mon père, John Maynard Keynes, l'économie de la relance, la croissance économique par la politique des grands travaux, par la stimulation de la demande, ces gens-là ne seraient pas en train de tromper Biscoto Ligigema. Parce que Biscoto Ligigema va se retrouver dans une impasse, dans un ralentissement de l'activité économique à cause de faibles financements. Il va se retrouver dans une crise économique et financière où il n'aura pas d'autre choix que de toucher le panier de la ménagère des Gabonais. Il n'aura pas d'autre choix et que d'augmenter justement le niveau d'inflation dans notre pays avec toutes les conséquences qui vont s'imposer. Et là, on apprend qu'en 2026, l'État ne va plus financer la taxe sur le carburant. Et les amis, le carburant va augmenter. Et dès que le carburant va flamber, c'est terminé. Les chômeurs vont vivre des conditions les plus précaires, les conditions les plus lamentables. Si même nous, les agents publics, nous avons mal à vivre, ce n'est pas le chômeur qui s'en sortira avec l'ensemble de ses enfants. Et c'est pourquoi, vous voyez, aujourd'hui, un très haut niveau de violence au sein de nos établissements. Une jeunesse qui a abandonné à elle-même. Une jeunesse autrefois sacralisée par Omar Bongo Ondimba. À l'époque d'Omar Bongo Ondimba, nous avons les BST, nous avons la bourse, nous avons les livres cadeaux, nous étions transportés. Il y avait des internats. Et dans tous les établissements, il y avait des activités ludiques. Tu pouvais jouer au handball, tu pouvais jouer au basket, au volley. Il y avait des disciplines, le karaté, l'aïkido, le judo. Tous ces sports, je les ai pratiqués. Parce que ces sports étaient à notre merci. Vous arrivez au stade annexe, vous arrivez au gymnase, il y avait la piscine, il y avait le tennis, il y avait le volley, il y avait tout. Et il y a un autre jeune compatriote qui nous a même amené jusqu'au rugby. Mais toutes ces disciplines ont disparu. Moi j'ai appris la boxe au boxing club Ali Bongo Ondimba, au stade annexe. J'ai appris le judo avec Maître Manjombe. C'est une noire 5 dan ou 3 dan, le judo. J'ai appris le karaté avec Maître Adotevi Wabe. J'ai pratiqué plusieurs sports dans ma vie.
Je suis un athlète parfait. Et c'est pourquoi les gens ont vu sur cette vidéo où ils ont envoyé un petit braqueur, un petit voyou qui se met la terreur dans le camp de police. Un seul jeu de jambes, il s'est écroulé. Et lorsqu'il a couru pour aller prendre une pierre, je lui ai dit, mon ami, nous on ne se bat pas avec les pierres, ce sont les coups de poing. Mais si tu cours prendre la pierre, c'est que tu t'es avoué vaincu. Allez, dégage, va boire ton café ailleurs. Et ce pseudo-voyou est parti tout à fait découragé. Et c'est moi qui ai fait poster cette vidéo. Parce que j'ai dit à mon petit frère, qui me servait de chauffeur, je lui ai dit, prends mon téléphone, tu vas me filmer en direct, comment je vais infliger une leçon de bonne conduite à ce petit voyou qui veut se faire passer pour un fils de nanti, pour un fils de bourgeois, ou bien pour quelqu'un qui pourra intimider le prince Adouma. Je lui ai dit, mon petit, je vais t'apporter la preuve certifiée qu'un leader n'a pas seulement les capacités intellectuelles et morales, mais le leader aussi, c'est celui qui a les capacités physiques. Et moi, David Mbeakouma, j'en ai. À plus de 50 ans, je suis capable encore d'envoyer quelqu'un sur un tatami, avec un moroteux ou bien un tchouki. Parce que j'ai appris tout cela. Mais regardez la jeunesse actuelle. Regardez le ministère de la Jeunesse et des Sports. Un ministère qui ne sert plus que d'alibi. Un ministère qui ne sert plus que du fonctionnement. Les gens arrivent à être participants à une Coupe d'Afrique où ils n'ont pas de championnat. À l'époque, moi j'ai joué à l'Union, comment on appelle, j'ai fait les tests comment on appelle, au club d'Assélé, l'Union sportive au Mbilanjambi, quelque chose comme ça. J'ai fait les tests là-bas. J'ai fait les tests au cadet. À l'époque, il y avait les compétitions de cadets, de minimes, juniors, seniors, deuxième division. Toutes ces disciplines en matière de football ont disparu. Et les Gabonais arrivent à participer aux Coupes d'Afrique. Sur quelle base? Quels sont les critères de choix de ces personnes? Eh bien, on prend ceux qui ont joué à l'étranger. On essaie de fabriquer une équipe nationale pour pouvoir représenter le Gabon. À la limite, si la Confédération africaine de football était quand même assez structurée, elle aurait empêché le Gabon de participer à cette messe continentale. Parce qu'un pays qui n'a pas de championnat, sur quelle base on recrute les gens pour être les représentants de toute une nation, au niveau où le football mondial est devenu une véritable industrie, une industrie capitalistique, à haute intensité capitalistique. Regardez, le handball a disparu. La pauvre Nicolas Sélé, qui voulait relancer le handball, pour le simple fait qu'elle a été dans l'opposition, on a rejeté sa candidature. Alors que cette femme, avec Pierre Claver Mangam Savon, arrivait à financer le handball avec leur propre argent. Parce que ce sont des gens qui ont toujours aimé la discipline. Et il n'y a personne qui puisse me convaincre que Jean-Boniface Sassélé n'est pas un patriote. Jean-Boniface Sassélé est un vrai sportif, un vrai homme d'État, un patriote qui a porté la preuve à travers ses investissements multiformes qu'il était un véritable républicain. Mais regardez tous ces gens-là, avec leur fortune, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le pays? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le pays? Comment on a tout un État qui ne soit pas capable de construire l'université, alors qu'on a des auxiliaires de ce même État qui ont des universités? Vous arrivez là à Essassa, lorsque vous allez voir l'université de Marie-Madeleine Mbouancho, vous allez vous rendre compte que ces gens-là étaient vraiment méchants, que c'est une politique délibérée qu'ils ont mise en place pour pouvoir empêcher les enfants des prolétaires d'avoir accès à une bonne scolarisation, d'avoir accès à une bonne éducation pour pouvoir être également dans le futur des vecteurs de demain. Lorsque vous allez à l'université de mon très cher aîné Idiata, avec tout son contenu universitaire, vous allez vous rendre compte que ces gens-là souffrent d'un véritable aveuglement, une véritable amnésie. Comme à tout un État n'est pas capable de construire les universités, mais il y a des individus qui arrivent à construire les universités, qui arrivent à concevoir le progrès autrement. Et je voudrais rendre un hommage mérité à mon frère, le professeur Idiata, ce brillant enseignant de haut niveau
qui a compris que sans les investissements dans le domaine de compétences, dans le domaine personnel, dans le progrès technique, dans le progrès scolaire et universitaire, eh bien, il n'y a rien qui puisse se passer. Et aujourd'hui, mon pauvre frère Idiata, avec ma pauvre tante Marie-Madeleine Bourancho, sont en difficulté parce que l'État leur doit de l'argent. L'État leur doit de l'argent. C'est quand même impensable. Voilà un État qui envoie des étudiants dans des établissements universitaires privés et l'État ne paye pas les. Bonjour maman. Et l'État ne paye pas la scolarité. Vous voyez ces gens-là, une dette intérieure. Et le ministre de l'économie et du budget, il refuse de payer la dette de l'État. C'est pas croyable. C'est pas croyable. Mais comment est-ce que le pauvre Idiata, avec la pauvre Marie-Madeleine Bourancho, qui n'est plus aux affaires, va arriver à payer les professeurs, va arriver à moderniser son appareil, son outil de production, avec les dettes qui se chiffrent en milliards de francs CFA. Jean-Boniface Sassélé, le pauvre, lui, c'est pire. Il a beau aboyer que l'État lui doit de l'argent. Dieu seul sait si l'État est parvenu à solder sa dette. Lorsqu'on veut relancer l'économie d'un pays, l'État doit d'abord commencer par payer la dette intérieure. La dette intérieure. Ce sont les entreprises intérieures qui vont une fois de plus moderniser leur appareil de production pour relancer la croissance économique par le biais de la consommation, par le biais de la confrontation entre l'offre et la demande. Et vous avez vu leurs espiègleries. Oh, la centrale d'achat. Un État commerçant dans un système de libéralisme économique. L'État centralisé dans un système de démocratisation participative. Un État centralisé dans un système où l'État exalte la décentralisation. Vous voyez qu'ils sont pratiquement en opposition avec ce que le chef de l'État dit. Le chef de l'État dit une chose le matin, et bien ses ministres font le contraire. Et c'est pourquoi vous voyez bien cette désarticulation de la structure gouvernementale, cette absence d'homogénéité de la structure gouvernementale. C'est un gouvernement aux antipodes de la raison. Un gouvernement des inaptes, des incapables à diriger, des incapables à commander. Et ces gens-là ne peuvent pas exprimer matériellement la volonté du prince. Oligui Nguema, je l'ai dit, qui sera seul. Il sera seul. Pire qu'Ali Bongo Deba. Il sera seul face à son destin. Et tous ces gens-là vont l'abandonner. Lorsqu'il y aura la surchauffe, lorsque l'économie sera au pic, au plus bas niveau, avec des contestations partout, avec une société civile qui va se réorganiser, avec les acteurs nouveaux, tels que David Mbakouma, avec les acteurs qui ont une certaine moralité, non pas une société civile, avec des acteurs politiques épicuriens, ces mercantilistes sans éthique, sans morale, qui ont vendu le vent au peuple. Et c'est d'ailleurs à raison que nombreux parmi eux et moi ont été copieusement battus, laminés par un peuple qui est conscient justement de leur supercherie qu'ils ont entrepris lors du dialogue national exclusif qu'ils ont qualifié d'inclusif, lors de la mise en place de cette loi fondamentale que j'ai qualifiée de mortifère, dont ils ont qualifié de rationnel. Et aujourd'hui, ils apprendront à leur dépens que le peuple reste le souverain. C'est le peuple qui est le véritable détenteur du pouvoir et non une quelconque tierce personne. Sans le peuple, ces gens-là ne sont rien. Ils n'étaient rien par le passé. Et ils ne seront rien par le présent. Ils ne seront rien par le futur. Parce que c'est le peuple qui est le seul et unique légitimateur du pouvoir. Mais tant que ces gens-là méprisent le peuple et que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, eh bien, ils vont essuyer des défaites sur tous les plans. L'économie va se détériorer. Ça, vous pouvez en être sûr. Moi, en ma qualité de prévisionniste électoraliste, de prévisionniste économiste, je vous le dis, les Gabonais vont vivre les plus pires moments de leur existence. Au moment où je vous parle, nous sommes des sans-abri. Parce que, à cause de leur politique macabre en matière d'habitat, ils nous ont dépossédés de nos terres. Et en faisant croire que c'est l'État qui serait propriétaire de toutes les terres. Mais ce dont ils ignorent, c'est que l'État, cette personnalité morale, le droit public souverain et territorial, est constitué de 3 éléments constitutifs. La puissance publique, incarnée par les institutions, la terre, c'est-à-dire le territoire sur lequel s'exerce la puissance publique, et la population. Mais pour eux, l'État, c'est eux. Parce que
Ils incarnent les institutions. Ils oublient que la population fait partie intégrante de ce système étatique. Et c'est pourquoi ils nous parlent d'ailleurs de déguerpissement, sous protection qu'on n'aurait pas de titre foncier. Un État qui n'a pas lui-même le titre foncier. Un État locataire auprès des expatriés. Vous arrivez chez moi au ministère des Affaires étrangères, on loue 5 immeubles de Seydou Kane. 5 immeubles, l'État loue chez Seydou Kane. Comment Seydou Kane a fait pour avoir les titres fonciers et que l'État lui-même n'a pas de titres fonciers. Et d'ailleurs, si vous vérifiez bien, ça j'en suis sûr, la présidence de la République ne doit pas avoir le titre foncier. Si la présidence de la République a un titre foncier, qu'on apporte la preuve et qu'on élise le propriétaire de ce titre foncier, vous allez vous rendre compte que ce titre foncier n'appartient pas à l'État. Certainement, sera le titre foncier d'un individu, d'une famille, d'une nébuleuse. Et c'est dommage, c'est regrettable. Et on dit non, on a déguerpi David Mberakouma pour une cause d'utilité publique. Une cause d'utilité publique depuis qu'on nous a déguerpi de plein rôti. Eh bien, il n'y a eu aucune brique qui a été montée. Mais nos familles sont en détresse. On dort à la belle étoile. Allez-y du côté d'Ovendo. C'est un phénomène ahurissant. Des grandes familles avec des personnes âgées, d'hommes sous les abris, comme si nous étions à Jakarta, ou bien en Inde, ou bien au Somalie, ou bien au Malawi. Voilà des Gabonais qui avaient des maisons. Leurs maisons ont été saccagées comme une tempête, après avoir servi d'alibi pour légitimer un pouvoir aujourd'hui qui les ostracise, un pouvoir aujourd'hui qui les précarise, un pouvoir aujourd'hui qui les prévaricise. Et ces gens-là dorment tranquillement chez eux, dans les faubourgs de Palais, dans les cités Ngondje, dans les cités d'Akanda. Et pendant ce temps, nos familles dorment à la belle étoile. Nos familles ont tout perdu. Mais nos familles n'ont pas perdu leur humanité. Et parce que nous sommes des vertébrés, nous allons rester debout. Nous qui sommes les parents, les enfants de ces familles déguerpies, de manière sauvage, de manière incantatoire, avec un système de plus militarisé, nous continuerons à dire non. Nous continuerons à dire non. Et même au pays de notre vie. Ce système-là, nous ne l'avons pas envisagé comme ça. Nous n'avons pas envisagé ce système avec une telle violence institutionnelle. Et c'est honteux. C'est honteux. Et c'est triste. Et c'est dommage. Pendant que vous dormez dans vos villages climatisés, pendant que vos chiots mangent des kilos de viande chaque jour, sachez-le qu'il y a des Gabonais qui souffrent, qui sont devenus des sans-abri par la volonté d'un gouvernement irresponsable, un gouvernement caractérisé par une oligarchie parasitaire, une oligarchie de nantis, sans diplôme, sans qualification, sans expertise. Ils n'ont pas les papiers. Ils n'ont pas les papiers. Vous ne pouvez pas déguerpir les gens sans avoir envisagé une politique en matière d'habitat. Vous ne pouvez pas déguerpir les gens sans avoir mis en place une politique de relogement des personnes. Ils ont maintenant couru vers les cités d'Ali Bongo là-bas. Parce que je les avais orientés là-bas. Voilà un gouvernement qui ne savait même pas qu'il y avait des milliers de cités qu'Ali Bongo avait construit. C'est moi qui leur ai orienté. J'ai dit Mali, vous critiquez Ali. Mali a laissé au moins plus de 1080 maisons sur l'ensemble du territoire. Ali n'a pas moins de 6000 maisons construites. Ces maisons sont à l'abandon. Au lieu d'achever ces maisons, ensuite reloger les gens avant de casser, ils ont mis la charrue avant le bœuf. Et aujourd'hui, c'est une désolation. Vous passez par plein de riti. Ils s'est déguerpis, sont encore là. Ils dorment là, à la belle étoile. Vous allez au Vendo, c'est pire. On m'a invité au Vendo. Ses parents de déguerpis m'ont dit le prince Sadouma, toi qui as porté la parole pour ces déguerpis, nous te prions de venir nous visiter. J'ai dit à ceux de Vendo que je suis très sensible à la misère du peuple. Je ne pourrais pas venir verser mes larmes parce que j'ai envie d'économiser mes larmes. Je veux transformer mes larmes non pas en sanglots, mais mes larmes en véritable bataille. La bataille contre ce système médiocre, ce système capitalistique qui encourage les nantis et appauvrit les plus pauvres. Nous avons cru à des militaires, mais ces militaires-là n'ont pas la science qu'il faut pour pouvoir sortir le pays de la pauvreté. Ils sont venus enfoncer davantage la misère du peuple souverain. C'est triste, c'est dommage.
une chambre bicamérale monocolore avec un seul visage, une assemblée militarisée, une administration militarisée, des entreprises militarisées. Nous sommes vers un véritable recul démocratique, avec une violation flagrante de toutes les libertés et garanties constitutionnelles. Mais moi, David Mbakouma, je resterai debout. Ça, vous pouvez en être sûr. Et je serai votre épine lors de cette gouvernance politique. Je serai celui-là qui va vous démystifier. Et je vous apporterai la preuve que moi, David Mbakouma, dans un milieu de plus en plus difficile, moi j'ai résisté. 4 millions de spermatozoïdes, ou 4 milliards de spermatozoïdes de mon père qui ont fécondé la vie de ma mère. Je suis le seul survivant. Je suis le seul survivant. Je suis le seul survivant. Et je suis le digne fils de ma mère Goudou Marcelli. Personne âme. Et je vous le dis,